Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre votre télévision préférée, Ivoire TV, comme j'ai bien sûr l'habitude de le dire. Ce soir, je reçois dans nos studios nos frères, nos amis, nos politiciens. Ils sont ici, nous allons discuter de la politique, nous allons discuter de l'actualité en Côte d'Ivoire, bien sûr. En l'occurrence, M. Alfred Niali, qui a fait le déplacement depuis le New Jersey jusqu'ici. Sachez tout simplement que M. Alfred Niali est le représentant adjoint du FPI en charge de New York et du New Jersey. M. Niali, bonsoir. Bonsoir, Germain. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'actualité en Côte d'Ivoire. Écoute, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau-là, avec le frère Emmanuel Katina. Ensemble, nous avons essayé de donner l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Je pense qu'en tant que jeune leader qui sont appelés demain à servir ce pays-là, je pense que l'actualité nous interpelle. Donc, pour nous, c'est très intéressant de venir à ce studio-là pour échanger avec vous et puis à travers vous, tous les spectateurs qui vous suivent. Voilà, merci d'avoir été l'aidé de cette émission. Et comme vous l'avez dit, vous l'avez déjà annoncé, avec M. Alfred Niali, nous avons M. Emmanuel Katina, qui est le coordinateur du FPI Renouveau, bien sûr, ici aux États-Unis. M. Katina, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Germain. Je me vois dans l'obligation de vous rectifier tout de suite. C'est PDCI Renouveau. Oh, PDCI Renouveau. Voilà, ok, autant pour moi. M. Emmanuel Katina, coordinateur du PDCI Renouveau. Voilà, il faut appeler César par son nom. Nous allons discuter de l'actualité en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Alfred Niali, je vais commencer par vous. Nous avons tous lu dernièrement dans les médias, dans les journaux, que M. Affi N'Guessan, par décret gouvernemental, est le chef de l'opposition. De quel FPI appartenez-vous et êtes-vous d'accord avec ce décret gouvernemental? Bon, c'est une question assez pertinente. Je pense que pour tous ceux qui suivent l'actualité en Côte d'Ivoire, on sait où se trouve le FPI original. Bon, à ce niveau, il n'y a plus de débat. Comme je le dis souvent, un parti politique, c'est les militants. Donc les militants se trouvent du côté de Sangaré. Donc pour nous qui suivons le RPI, nous n'avons pas ce problème. Nous savons que bon, le RPI, c'est la version Sangaré, même que les thèmes ne sont pas appropriés, mais nous sommes obligés de le dire. Et donc sur le RPI, version Sangaré, qui nous importe maintenant, parce que c'est là-bas que se trouvent les militants qui ont compris ce message-là, ce combat que nous menons par rapport à tout ce qui a été impliqué au FPI. Donc pour nous autres, nous sommes confortables. Bien que légalement on nous est pratiquement mis de côté, mais nous savons que nous existons. Et vous avez vu par rapport à nos différents tournées à l'intérieur du pays, vous avez vu la mobilisation de nos militants qui sont venus rencontrer nos dirigeants à travers les différentes étapes qu'ils ont effectuées. Donc à ce niveau-là, nous sommes très confortables. Maintenant, en ce qui concerne la question que vous me posez, c'est une question assez pertinente. Je pense que c'est un décret qui a été pris au niveau du gouvernement et qui veut instituer quelque chose de nouveau en Côte d'Ivoire et qui est un chef de l'opposition. Est-ce que le temps est approprié pour lui cela? Bon, je pense qu'il veut calquer un peu sur certains pays. Je pense que, si je ne me trompe pas, certains pays en Afrique ont dû opter pour cela, un chef d'opposition. Mais pour l'instant, c'est une proposition. Hein. Et effectivement, j'ai vu dans un interview le frère M. Affi N'Guessan, qui disait que, bon, effectivement, c'est des propositions, mais il n'y a pas, en fait, il y a un décret officiel qui n'a pas encore été écrit et qui n'a pas été signé par le chef d'État, qui dit qu'effectivement, à partir de maintenant, à Côte d'Ivoire, nous avons un chef de l'opposition qui se nomme Affi. C'est une proposition au niveau du Conseil des ministres, mais effectivement, il n'est pas encore effectif. Donc, à ce niveau, on ne peut pas, du coup, engager le débat. C'est des propositions qui sont là. Nous sommes en train de commenter, nous sommes en train d'apprécier est-ce que c'est nécessaire. Bon, nous définissons maintenant quel est le contenu qu'on donne à ce décret-là, quel est le rôle que joue le chef de l'opposition. Est-ce qu'il est assise avec le chef d'État ou bien il va défendre les intérêts de l'opposition ou bien finalement il serait, comme on appelle dans l'antichambre du gouvernement pour en fait consulter les autres si effectivement l'opposition devait sortir dans ce sens-là pour mener un certain nombre d'actions. Donc à ce niveau, nous sommes à un stade primitif du débat. Donc on ne peut pas véritablement se prononcer là-dessus parce qu'elle n'est pas encore officielle. Alors, monsieur Katina, voilà, je reviens vers vous. Le gouvernement, on a lu tous qu'il y a eu un décret gouvernemental
Est-ce que cela est d'abord constitutionnel? Et si cela est constitutionnel, est-ce que cela est fait pour arranger la plateforme politique en Côte d'Ivoire de nommer un chef de l'opposition? Est-ce que ce n'est pas diviser davantage les Ivoiriens? Ce n'est pas écarter cette opposition? Est-ce que ce n'est pas fissurer cette opposition? Je crois que M. Ouattara a le droit de choisir lequel des opposants avec qui il veut mener sa politique. Moi, je pense qu'on ne peut pas lui dénier ce droit-là. Seulement, il faut qu'on s'assure que cela n'empêche pas les autres opposants de jouer leur rôle d'opposant et qu'on ne donne pas, la primauté sur le plan légal à M. Afi par rapport à d'autres opposants. Parce qu'en vérité, ce qui compte, c'est le résultat sur le terrain, la présence sur le terrain. Et je ne pense pas que les chiffres actuels prouvent que M. Afi N'Guessan est le leader de l'opposition. Est-ce que cela est constitutionnel? Bon, de toute façon, c'est un décret. Ça n'a pas besoin d'être constitutionnel. On n'a même pas besoin d'une loi organique pour cela. Un simple décret peut permettre que M. Afi soit nommé chef de l'opposition. Ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Maintenant, comme le frère Alfred l'a dit, quel est le contenu qu'on met dans ce poste-là? Quel est le budget qu'on alloue à ce poste-là? Parce que c'est le contribuable qui va payer pour tous les frais qu'on va allouer à M. Afi. Est-ce que le contribuable ivoirien va en tirer un bénéfice? Et puis, il faut être logique, ça ne sonne pas très honnête de choisir en tant que chef de l'État quel est l'opposant qui est le leader de l'opposition. On aurait pu donner cette latitude-là aux opposants de choisir parmi eux qui est leur leader. Donc, je pense que, comme Alfred l'a dit, on n'a pas encore le détail du contenu de ce décret-là. Mais d'emblée, nous considérons cela comme une farce, comme une comédie de M. Ouattara. Alors, monsieur, je reste avec vous, monsieur Katina. Nous savons que nous avons en face de nous un FPI bicéphale aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une manière pour le gouvernement de dire, bon, ben écoutez, nous ne reconnaissons pas l'autre FPI, qui est en fait le FPI de Sangaré dont parlait M. Alfred tout à l'heure, parce que M. Alfred disait tout à l'heure, il y a juste quelques instants, que c'est le FPI de M. Sangaré qui est le FPI vrai. Est-ce que ce n'est pas un peu dénaturaliser cette branche du FPI? Bon, sans vouloir nous immiscer dans les problèmes du FPI, parce que moi, je pense que ce sont des problèmes temporels. Et moi, je suis sûr que le FPI arrivera à un moment ou à un autre à surmonter ces problèmes-là. Ce sont des problèmes que tous les partis connaissent après des moments tels que ceux que le FPI vient de connaître. Et M. Ouattara il profite de ces problèmes-là pour diviser le FPI et en utilisant la maxime selon laquelle il faut diviser pour mieux régner. Donc c'est de bonne guerre pour M. Ouattara, quitte au FPI à comprendre que cette division-là ne l'arrange pas. Et nous, au niveau du renouveau PDCI, nous estimons qu'aucun Ivoirien n'a intérêt à ce que le FPI soit divisé. Nous n'avons pas intérêt à ce que le FPI soit divisé. Nous souhaitons donc que le FPI puisse, prendre conscience du fait qu'ils ont besoin de se remettre ensemble. Ça va peut-être être difficile, ça va prendre le temps que ça doit prendre, mais nous les encourageons à se mettre ensemble, mais nous ne voulons pas rentrer dans les problèmes personnels internes du FPI. Si M. Ouattara utilise cela, c'est de bonne guerre, c'est aux autres à comprendre qu'il faut qu'ils se mettent ensemble pour lutter ou bien pour se battre contre M. Ouattara. Alors, M. Niali, qu'est-ce qu'il faut au FPI aujourd'hui pour que ce parti soit unifié? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui au FPI? Bon, comme disait le frère Emmanuel Katina, c'est une histoire de temps. Un parti qui vit au moment de son existence peut traverser ce genre de crise. Je pense que le FPI, à un moment de son existence, est en train de traverser ce nombre de crises. Parce que vous connaissez un peu l'histoire du FPI, de l'opposition. Nous sommes allés au pouvoir surtout de l'opposition, et qui est suivi d'une guerre. Donc c'est une transition, c'est-à-dire que ce parti vit. Et là, nous sommes à un nombre de notre crise. Et je pense qu'avec le temps, nous avons des dirigeants assez compétents. Pour l'instant,
nous sommes en face d'un système que nous sommes en train de chercher de dénouer parce que le petit frère Afi est rentré dans un système. Nous avons dénoncé depuis le début que nous savons la conclusion de cela et ça nous donne raison, hein, et comme nous avons vu. Mais c'est une crise qui est arrivée, il faudra qu'on essaie de gérer ça. Je pense qu'avec le temps, et comme on le dit souvent, le temps c'est un second nom de Dieu, parce que nous avons vu pendant ce temps-là, avec le temps qui s'est écoulé, nous avons vu cette crise-là, nous avons donné un certain nombre de réponses à des questions qu'on se posait au débat. Et quand vous suivez l'actualité de la Côte d'Ivoire, on se rend compte que cette crise-là, la manière elle s'est présentée aux Ivoiriens, on savait que le dessous de cette crise-là, c'est parce qu'on avait véritablement installé quelqu'un au pouvoir. Donc c'était dans cette logique-là que vous avez vu le camarade Afi a parlé. Et nous avons vu ce qui s'est présenté aux élections. Nous avons vu le comportement des militants par rapport à ce qui s'est passé. Donc ce qui arrive au FPI, je pense que ça va passer. C'est une crise qui va passer. Ça fait partie de l'existence du FPI. Et on va tirer des leçons de cela. Là. Mais il y a un moment où il faut qu'on s'asseye pour qu'on puisse trouver des solutions sur cela. Cette crise ne va pas durer éternellement. Nous pensons qu'elle va passer. Vous le savez déjà que malgré tout cela, là, nos dirigeants sont toujours en mouvement en permanence de rentrer en contact avec les militants. Parce que c'est les militants qui font un parti. Vous n'avez pas de militants devant vous, ça veut dire que vous n'avez pas de parti. Or, nous savons que jusqu'à présent, au niveau du FPI, nos militants répondent aux convocations ou bien aux déplacements de nos responsables et qui font l'effort pour communiquer avec ces militants qui ont besoin de réponses à des questions. Donc, je pense que ce qui arrive au FPI, c'est passager. C'est passager, ça va arriver un moment, on va mettre fin à cela. Peut-être c'est le départ de Alassane qui va mettre fin à cela, ou bien en temps d'ici là que les élections finissent, ou d'ici là que d'autres éléments se mettent en place. On va trouver, nous sommes sur la tête des hommes, il n'y a pas de problème sans solution. On trouvera des solutions pour qu'on puisse renouveler ce FPI-là. Alors, monsieur Niali, je reste encore avec vous. Dernièrement, après la convention de l'Église catholique, il a été lancé un appel au gouvernement ivoirien de libérer tous les prisonniers politiques. Est-ce que vous, au sein de FPI, vous avez crié victoire? Quel a été le sentiment qui vous a animé après que l'Église catholique soit sortie pour demander au gouvernement actuel, au gouvernement du président Alassane Ouattara, de libérer tous les prisonniers politiques? Bon, c'est pas nouveau, hein. On est content que l'Église catholique sort de ses gants et dit ça officiellement, hein, parce que nous le disons depuis fort longtemps que nous avons des prisonniers politiques. Il y a les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques qui sont au niveau de la MACA. Et nous avons fait depuis la crise de 2010. Nous avons eu le gouvernement d'Alassane a dû incarcérer beaucoup d'Ivoiriens pour leurs opinions ou d'autres pour les positions politiques qui sont à la MACA. Et ça, bon, il essaie de plus ou moins de libérer certaines personnes, mais il existe encore au niveau de la MACA, au niveau de nos prisons, des Ivoiriens qui sont incarcérés. Si l'Église catholique prend position, après vérification, on estime qu'après vérification, si l'Église catholique prend position, ça veut dire que l'Église a un semaine, elle a dû mener ses enquêtes. Donc elle se rend compte en évident qu'au sein de nos prisons, il existe des prisonniers politiques. Donc il faut les libérer. Mais quel est véritablement le poids de cet appel de l'Église catholique? Quand on sait que l'Église devait être apolitique. Oui, l'Église catholique est plus ou moins apolitique, mais quand vous regardez l'actualité généralement en Afrique, elle vient à un moment donné, lorsque l'Église catholique sort de ses gants pour prendre position au niveau politique, ça dit qu'il y a de trop. Il y en a de trop, et il y a des familles qui souffrent, il y a des pères de famille qui sont en prison, il y a des enfants qui sont là. Donc, cette sensibilité interpelle l'Église catholique. Il dit, bon, il est temps qu'on donne notre voix. Et nous faisons partie intégrante de cette communauté-là, de ce pays-là, donc il faudrait qu'on donne notre position par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est une manière d'interpeller le gouvernement pour dire, écoutez, faites un effort, faites ce sacrifice-là, libérez ces gens-là de la prison pour qu'ils puissent regagner leur domicile. Parce qu'il y a des familles qui souffrent énormément de voir leurs chers parents, leur fils ou bien leur mari en prison pour des opinions personnelles, pour des opinions politiques. Et ça, c'est l'Église catholique est sortie. Elle ne fait pas la première fois en Côte d'Ivoire. Vous avez au Congo-Brazzaville, elle a pris position dans les élections au niveau du Congo-Brazzaville. Je vais parler du Congo, parce que quand on parle du Congo RDCR, où elle a pris position, l'Église prend plus ou moins l'Église catholique prend position dans des situations critiques. De la politique dans le monde entier. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est les sorties au niveau de la Côte d'Ivoire, la prise position. C'est une bonne chose. Maintenant,
Qu'est-ce que fait de cette position le gouvernement en face pour dire, bon, écoutez, nous avons compris, nous allons faire de notre effort pour libérer ces gens-là. S'ils ne sont pas des prisonniers de droit commun, il faut distancer cela. Quand c'est des prisonniers de droit commun, l'État a le droit de le faire. Mais si c'est les prisonniers politiques, hein, à ce niveau-là, on peut se poser, parce que nous savons que ces prisonniers sont venus de la crise politique. Donc, dans ce cas, on peut les libérer et les mettre à la famille. Donc, c'est le gouvernement actuel qui prend note la position des dits catholiques là, pour dire, bon, écoutez, on vous a attendu, nous avons travaillé dans ce sens-là pour libérer les gens. Voici ce que je peux dire à ce niveau. Alors, monsieur Katina, est-ce que vous pensez que cet appel sera entendu par le gouvernement? Et puis, est-ce que c'est un appel qui sera certainement élargi au niveau du président Laurent Gbagbo et de Simon Gbagbo? Nous l'espérons bien. Il faut dire que l'Église catholique représente quand même un poids assez important en Côte d'Ivoire. Et je pense que l'Église catholique n'a fait que jouer son rôle. L'Église catholique s'est rendue compte qu'il valait mieux prévenir que guérir. Alors, elle a écouté ce que ses fidèles lui ont fait parvenir comme message, comme cri de cœur. Alors, vous avez tous ces jeunes-là, qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés, qui n'ont pas été jugés et qui sont là-bas pendant des années, juste parce que pour certains, ils avaient des t-shirts de Laurent Gbagbo, juste parce que pour certains, ils étaient dans les quartiers en train de mener des débats politiques, et parce que ceux qui étaient de l'autre côté, en face d'eux, du RDR, ont remporté la guerre et les élections en griffe. Alors ils sont allés les dénoncer, on a envoyé des forces, comment elles appellent, les forces nouvelles, les récupérer dans les quartiers, les emprisonner. Et il y a plein de jeunes comme ça qui sont en prison juste pour ça et qui ont fait 4-5 ans en prison juste pour ça, sans être jugés. Au moins, on peut leur donner l'opportunité d'être jugés et de s'expliquer, de se défendre. Mais on ne peut pas laisser des personnes, des Ivoiriens comme ça en prison pendant tout ce temps-là. Je pense qu'il fallait que l'Église catholique dise quelque chose. Et je pense aussi que c'est une claque à M. Ouattara qui a dit ici de façon publique qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. C'est une claque à M. Ouattara et je pense qu'il est important qu'il entende cet appel et qu'il fasse un effort à ce niveau-là. Ça, c'est un peu ce que vous, au niveau du PDCI Renouveau, c'est un peu votre opinion. Bien sûr, il faut dire qu'au PDCI Renouveau, nous sommes au PDCI, nous sommes dans le PDCI et nous sommes un courant de pensée à l'intérieur du PDCI. Alors nous faisons des propositions, nous posons des actions aussi et je pense que nous avons quand même représenté une force assez considérable au PDCI, donc c'est la voix des jeunes du PDCI. Alors, monsieur Katina, il y a juste quelques jours, le président de la République, le président Alassane Ouattara, a fait un communiqué parlant de la révision de la Constitution. Au niveau du PDCI Renouveau, comment pensez-vous que ce seraient les points forts, quels seront les points forts de cette révision de la Constitution et où allons-nous en venir avec cette révision? Bon, d'abord, il faut dire que nous n'avons pas de problème avec la Constitution actuelle. Donc, ceux qui ont des problèmes avec la Constitution, nous les laissons grenouiller comme des têtards, laissons-les réfléchir, faire leurs propositions. Et il ne faut pas d'emblée rejeter cette révision ou cette nouvelle constitution. Par contre, c'est plus si ce sera juste une modification ou ce sera carrément une nouvelle constitution. Mais je veux dire, il ne faut pas d'emblée s'exciter et condamner cela. S'il y a des gens qui ont des problèmes avec la constitution, laissez-les faire les propositions. On va lire ces propositions et on avisera. Mais ça me donne l'occasion de dire à ceux qui ont dit à leurs militants, je parle de mes frères du FPI, qui ont dit à leurs militants depuis 2015 de ne pas aller se faire recenser, qu'il faut qu'ils tirent leçon de cela, parce que je pense qu'ils auront l'opportunité les Ivoiriens auront l'opportunité de se faire réinscrire ou de se faire inscrire sur la liste électorale. Ça aurait pu ne pas être le cas. Mais je pense qu'ils auront compris qu'on ne s'extire pas du débat politique. Il faut être présent. Et le président Laurent Gbagbo lui-même avait dit, après 1995, que le FPI ne ferait plus la politique de la chaise vide. Donc j'espère que mes frères auront compris. Il faut qu'ils soient présents. Et pour cette constitution, je pense, nous proposons qu'on laisse M. Ouattara
faire ces propositions, on va les étudier et on avisera. Si nous ne sommes pas d'accord, nous dirons à nos militants de ne pas voter pour cette constitution. Alors, monsieur Niali, le professeur Baudier, un des plus grands constitutionnalistes africains, est sorti pour décrier un peu la révision de la Constitution. Nous ne connaissons pas encore le contenu, on ne sait pas ce qui sera proposé à l'Assemblée nationale pour vote. Alors, est-ce vous, au niveau du FPI, comment voyez-vous cette révision de la Constitution? Parce que je pense qu'il y a eu des alliances entre le parti actuel au pouvoir et le PDCI, parce que la base, le socle de cette révision, c'est de pouvoir nommer un vice-président. Si je ne me trompe, vous au niveau du FPI, quel est votre entendement de la chose? Bon, c'est une question assez pertinente parce que nous parlons de la Constitution de la Côte d'Ivoire, qui est en fait une Bible, voilà, pour toute nation. Sur le droit du président de la République ou de l'Assemblée nationale de proposer une Constitution. Et ça, nous sommes tous d'accord là-dessus. Et si vous vous rappelez bien, son crise là, même avant que je ne réponde à cette question de la Constitution, je voulais en fait répondre au frère Emmanuel Katina, qui a fait une ouverture en fait sur le fait que nos militants n'ont pas au moment donné, ne sont pas inscrits sur la liste électorale par rapport aux échéances qui se présentaient au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'au niveau de l'échéance présidentielle... Est-ce que vous avez des sentiments de regret aujourd'hui? Non, à ce niveau-là, nous n'avons pas le sentiment de regret parce qu'on s'est dit qu'au départ, nous avons posé un certain nombre de conditions. Et un certain nombre de conditions pour que en fait, les Ivoiriens puissent s'enregistrer dans les bonnes conditions. Mais la manière il a lu avec plus ces retentionnements-là, qui était à la limite biaisé, qui dit que bon, si, pourquoi s'inscrire, nous savons déjà qui serait candidat et qui va entrer dans les élections. Donc il y avait des paramètres qui ont mené à cette décision-là. Mais ça fait de vous bien que la liste électorale, c'est une révision, parce que les gens qui se sont enregistrés passer les élections de 2010, où il y a eu la liste électorale qui est encore autre chose. Donc il y a nos militants qui sont encore sur cette liste-là, même si elles ne sont pas encore inscrits. C'est-à-dire que l'ouverture de cette élection où il fallait encore ajouter de nouvelles personnes, peut-être à ce niveau-là, il y a une décision qui a été prise au niveau de la direction, parce que nous avons lancé ce dont on appelle au gouvernement pour que cette liste soit claire, pour que les Ivoiriens puissent s'inscrire en bonne et due forme. Mais à ce niveau-là, je pense que le gouvernement a fait flou d'oreille. Donc nous nous disons, à quoi bon d'aller à une élection où nous savons d'avance que ces cartes sont jouées. Et ça nous a démontré, lorsque nous sommes allés aux élections, les gens sont allés aux élections, nous avons vu le taux de participation. Est-ce que ce n'était pas une erreur de votre part? Est-ce que ce n'était pas une erreur de votre part de demander à vos militants de ne pas s'enregistrer en tant qu'Ivoiriens? Non, c'est pas une erreur. Nous assumons cela. Depuis le début 2015. Oui, mais en tant qu'Ivoiriens. En tant qu'Ivoiriens, ce n'est pas. Nous voulons jouer, nous voulons participer à une démocratique assez claire. Ok? On ne peut pas dire aux gens d'aller s'inscrire, d'aller s'inscrire, aller voter, bien sachant que les dés sont déjà joués. Sachant que les dés sont joués. Or, si vous mettez en place un jeu démocratique clair, nous savons que chaque Ivoirien qui va s'inscrire, ses voix seront comptées, prises en compte, ça ouvre le jeu. Mais nous avons lancé des appels. Nos partis, en tout cas, le FPI a donné l'appel au niveau du gouvernement pour dire, écoutez, ouvrez ce jeu-là, nous voulons clair dans le découpage, dans un certain nombre de choses, pour que, en fait, nous invitons nos Ivoiriens, nous invitons nos militants à nous. Monsieur Niali, vous étiez au pouvoir. Ouais. Vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait pratiquement de juste pour peut-être à ce niveau? Qu'est-ce que vous avez fait de juste? Non, quand nous étions au pouvoir, vous savez, le jeu démocratique était ouvert. Est-ce qu'en Afrique, on parle d'une véritable démocratie? On peut jouer sur les mots. La démocratie, est-ce qu'elle est véritablement inclinée en Afrique? Pas forcément en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un débat. On peut ouvrir ce débat-là. On peut en hypothéser dessus. Parce que c'est le thème qu'on donne à la démocratie. Voilà. Est-ce que la démocratie, c'est une veille de conscience, une participation d'une population aux idiots, comment on appelle, aux visions de ces leaders-là? Ou bien c'est une démocratie, ou bien on éteint l'éveil de la conscience d'une population, on se dit, bon, vous nous suivez, bon, vous êtes dans le noir, est-ce que nous disons, est-ce que c'est ça la démocratie? Donc à ce niveau, on peut faire le débat, mais comme le débat n'est pas à ce niveau-là, et comme je reviens à la question de mon frère Emmanuel Katina, pourquoi nous n'avons pas, peut-être c'est un regret, nous assumons cela, c'est là que nous assumons. C'est pas que nous regrettons, mais nous assumons, nous estimons qu'au moment donné, que le jeu électoral au niveau de la Côte d'Ivoire n'était pas rempli, les conditions n'étaient pas remplies
pour que nous invitons nos militants à aller s'inscrire en tant que tels pour participer véritablement à ce jeu démocratique. Nous assumons ces actes-là, nous verrons. Maintenant, la question qui ressort à cela, si le FPI n'a pas participé, le FPI n'est pas, il n'a pas émargé véritablement sur la liste électorale, mais les Ivoiriens qui sont restés, qui ont émargé sur cette liste électorale, le moment de prendre une décision, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder la Constitution. Est-ce que c'est bon pour les Ivoiriens? Est-ce que ce qui est présenté à eux, là, même si le FPI ne participe pas à ce jeu-là, est-ce que je suis du PDCI, je suis du RDA, je suis du PIT, je suis de quoi? Ce qu'on me présente, est-ce que c'est bon pour les Ivoiriens? Parce que comme le FPI n'est pas dedans, bon, écoutez, on va voter, parce que le FPI n'est pas dedans, donc tant pis pour eux, on va voter ce qu'on nous présente. Non, je pense que c'est les Ivoiriens, ils vont regarder pour l'intérêt des Ivoiriens, les élèves de futures générations, ce qu'on leur présente. Est-ce que c'est bon? Ils vont dire oui, on vote pour cela, mais ce n'est pas bon. Ils vont dire non, malgré le FPI n'est pas présent. Mais je ne pense pas que Emmanuel Katina soit dit bon, même si le FPI n'est pas dedans, ils sont lui présente une constitution, on dit bon, le chef d'État sera là éternellement, il va dire oui. Non, il va dire non, non, ça ne marche pas, mais il n'est pas du FPI. Donc le jeu est là, qu'est-ce qu'on vous présente? Ceux qui sont dans le jeu politique là, ceux qui ont imagé cette liste électorale là, ce qu'on va leur présenter, comme la constitution, quand ils vont lire, est-ce que c'est bon pour une génération des Ivoiriens? Voilà la question. Si c'est bon, on voit. Si c'est pas bon, on dit non. Mais si le FPI n'est pas dedans, mais ceux qui sont là, ils doivent prendre des décisions pour la continuité de la Côte d'Ivoire. À ce niveau, c'est tout le débat. Donc, c'est ce que je voulais dire. Oui, maintenant, pour revenir. J'ai une question. Parce que vous avez pratiquement 5 minutes sans répondre à la question. Bon, mais je vais poser une question pour vous aider. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous dites à vos militants, on parle de ceux des nouveaux majeurs, qui sont nombreux d'ailleurs, on parle des nouveaux majeurs et on parle de ceux qui sont déjà inscrits mais qui ont déménagé, qui ont eu des changements dans leur nom et qui doivent donc faire appliquer ces modifications-là. Lorsque vous dites à ces personnes de ne pas se faire enrôler, est-ce que vous comprenez que cela agit sur le taux de participation? Absolument. Ok. Donc, quand vous avez, par exemple, 10 personnes qui participent au vote et qui sont inscrites, 8 personnes participent, ça fait 80% de taux de participation. Quand vous avez 20 personnes qui se font inscrire et que les mêmes 8 personnes participent, ça fait 40% de taux de participation. Ça, c'est un effet. Donc, stratégiquement, on ne peut pas dire qu'en tant que responsable politique, on ne peut pas dire que c'était une bonne idée. Ça a été une erreur monumentale. Et la raison de cette erreur, c'est quoi? C'est que ce que je reproche à mes frères du FPI, quelquefois vous faites la politique avec les émotions, comme on dit au pays, avec le gros cœur. Ça ne marche pas en politique. Si vous ne mettez pas de stratégie en place, si vous n'êtes pas raisonnable, si vous n'êtes pas sage, si vous n'êtes pas stratège, ça ne marchera pas. Je n'ai pas intérêt à ce que le FPI prenne le pouvoir, je suis PDCI. Mais j'ai intérêt à ce que j'ai intérêt à ce que mon pays, dans mon pays, la politique se fasse de façon saine et que nous soyons tous en de bon terme. Et moi, je pense que, étant donné que moi, je ne suis pas un pro-Ouattara, je ne suis pas un pro-RHDP, j'aurais aimé avoir le soutien du FPI en 2015. Et c'est pour cela que je vous fais ce reproche-là. Non, mais effectivement, comme je l'ai dit, nous assumons l'acte que nous avons posé. Mais ce n'est pas que nous avons pris cette décision au hasard. Voilà la vraie question. Est-ce qu'on vous présente une situation, vous l'examinez, mais si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions qu'on vous présente, et vous savez que le jeu politique est déjà truqué, vous voulez envoyer vos militants dans un jeu politique déjà truqué, allez-y seulement, de toute façon, on y va. Et on connaît le résultat. Non, je viens. Vous savez combien de personnes qui ont déjà inscrit cette liste-là, bien avant qu'on ne commence les élections, vous ne le savez pas. C'est-à-dire que le gouvernement en place, le docteur a sécurisé ces élections, qui étaient déjà gagnées d'avance, vous savez. Vous parlez de taux de participation, c'est vrai, ce que vous dites là, ce n'est pas quelque chose que je renie, parce que le taux de participation, ça s'est défini par le nombre de gens qui votent. S'il y a des mois, mais pendant cette crise, il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont décédés. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a nettoyé cette liste électorale? Est-ce que les conditions qui ont été posées n'ont pas fait? Bon, nous, on a décidé que, bon, c'est vrai, on assume cela, c'est pas qu'on assume cela. Mais vous qui êtes partis, vous avez vu le résultat. Vous avez vu comment ça s'est passé. Bon, j'espère qu'à vos niveaux, vous avez tiré conclusion sur cela, parce que si nous répétons cela encore, c'est-à-dire que si on va avec ce même là, le même gouvernement va se retrouver encore aux élections en 2020 avec la même chose. Parce que même dans ces élections, elle n'était pas claire, vous le savez même vous-même. Donc vous n'irez pas aux législatives? Non, aux législatives, non. Nous, nos positions sont claires aux législatives. Vous irez? Nos positions sont claires aux législatives. On a dit si les conditions sont... Les conditions ne seront pas réunies sous Ouattara. Bon, on avisera. Vous n'aviserez pas. On avisera. C'est plus qu'il y a un peu la décision. Nous, on avisera parce que nos représentants nous ont dit, bon, si les conditions, parce que nous avons posé ce nombre de paramètres, si c'est rempli, on dit donc déjà vous allez en victime résignée, vous vous sentez déjà perdant pour les élections à venir parce que nous avons les législatives, les municipales et puis les régionales. Vous allez déjà en victime résignée?
Non, pas du tout. On ne va pas inviter une résidée. On veut un jeu démocratique assez clair et apaisé. Parce que la démocratie, c'est ça. Le président de la République, dernièrement, dans ses propos, a défini les paramètres des élections à venir. Ouais. Alors, vous rejetez ces paramètres? Bon, ces paramètres, est-ce que ces paramètres, nous avons, comme je l'ai dit, au niveau de nos dirigeants, on va viser cela. Et quand vous écoutez les discours de nos dirigeants à ce niveau, on n'a pas encore dit... Vos dirigeants, vous parlez de Sangaré et Afi N'Guessan? Non, je ne parle pas d'Afi. Moi, je ne parle pas du tout d'Afi. Quand je parle ici, je parle du FI en tant que tel. Voilà, qui n'est pas constitutionnel. Bon, non, pas constitutionnel. Peut-être que peut-être on nous a enlevé l'égalité. On nous a enlevé l'égalité. Bon, on existe toujours. Parce qu'on existe par le poids des militants. Tant qu'on est là, et donc les militants nous font confiance. Donc nous estimons que, bon, quand le moment viendra, lorsqu'on aura examiné tout ce qu'on nous présente, et la cartographie, comment cela va se présenter, le découpage et tout ça là, et tout, lorsqu'on sera confiant de cela, là, on va prendre une décision ensemble, on va participer au jeu politique de la Côte d'Ivoire parce que c'est de notre intérêt. Merci, comment ce qui s'est passé, nous avons posé des conditions qui n'ont pas été réunies et nous avons posé les mêmes conditions aux frères Afi. Je dis pas, je pense que le ex-camarade Afi, en ce qui concerne les élections, pour dire, bon, s'il allait là-bas, il allait le perdre, on savait ce qu'il attendait, bon, on ne nous a pas écouté, bon, la vérité nous en a raison. Donc à ce niveau, nous sommes conscients, nous sommes tranquilles et puis bon, on avance. Voilà, c'est ça aussi le jeu. Voilà, merci bien, M. Ndiaye, nous allons avancer. Voilà, on va avancer, c'était intéressant un débat à ce niveau-là. Nous allons avancer. Il nous reste encore, la régie nous a donné 45 minutes, il nous reste encore, je crois, une quinzaine de minutes à partir. Voilà, il y a eu dernièrement le problème de Soro Guillaume, monsieur Katina. Ouais, il y a eu on vient de parler de la Constitution. Ouais. Bon, en fait, j'avais. Oui, il y a eu le problème de M. Soro Guillaume. Le Burkina a dit, moi je me retire. Côte d'Ivoire, on vous demande de poursuivre Soro Guillaume. Alors, sous quelle forme cela va se faire? Ouais. Et quand on sait que ces 2 jours, M. Soro Guillaume est au devant des médias, est au devant des publicités. Alors, sous quelle forme cela va se faire? Nous, au niveau du PDCI Renouveau, nous estimons que ce n'est pas le Burkina qui va faire la politique à la place de la Côte d'Ivoire. Nous avons des reproches à Soro Guillaume, à faire à Soro Guillaume. Ce n'est pas le Burkina qui va nous permettre de mettre Soro Guillaume sous les teignoirs. Donc, si ils ont eu l'opportunité de faire quelque chose, qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas capables de le faire, ils ont leur raison. Nous n'allons pas, je veux dire, pinailler là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que, je vais vous donner l'exemple de M. Hissène Habré, le président Hissène Habré, qui était tout puissant en son temps, soutenu par la France, par les États-Unis. La France a même reconnu lui avoir donné argent et armes. Tout puissant Hissène Habré, aujourd'hui, vient d'être condamné. Et ça peut prendre du temps, mais M. Soro Guillaume payera pour ce qu'il a fait. C'est clair. Nous, en tant que jeunes du PDCI, nous ne pouvons pas avoir pour modèle quelqu'un qui estime que le recours aux armes est le moyen qu'il a pour lui d'imposer ses idées. Nous ne pouvons pas avoir pour modèle quelqu'un qui braque une banque régionale. Nous ne pouvons pas avoir pour modèle quelqu'un qui divise les Ivoiriens. Soro Guillaume a ses raisons. Nous estimons que pour nous, Soro Guillaume n'est pas un modèle. Si le président Ouattara ne peut pas juger Soro Guillaume pour les faits que nous lui reprochons, si le Burkina ne peut pas le faire, nous le ferons à un moment ou à un autre. Voilà. Et je pense que la situation actuelle prouve que M. Soro Guillaume est tenaillé de toutes parts. Ça m'étonnerait qu'il s'en sorte. Ça m'étonnerait vraiment qu'il s'en sorte. Soro Guillaume n'a pas d'avenir en politique en Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'avenir en politique en Côte d'Ivoire. Et je pense que s'il ne fait pas attention, ce n'est même pas les gens de l'extérieur qui vont le mettre sous les teignoirs, c'est au sein du RDM même qui vont s'occuper de lui. Donc ce débat-là, nous ne voulons pas vraiment trop perdre de temps là-dessus. Nous estimons que ce n'est pas vraiment notre tasse de thé. Pourtant, M. Soro Guillaume, ces 2 jours, fait beaucoup de sorties. Voilà, en tant que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, jeune militant, quelqu'un qui a offert sa poitrine, et tout ça au niveau du FPI. Voilà, au niveau vous du FPI, quelle est votre opinion sur cet appel du Burkina de demander à la Côte d'Ivoire de poursuivre M. Soro Guillaume? Bon. Parce qu'il faut savoir aussi que M. Soro Guillaume est la 2e personnalité de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prêt à montrer votre pays de la main gauche?
Non, c'est pas comme nous sommes prêts à maintenir le pays de la main gauche. Mais en fait, le cas du Burkina et la Côte d'Ivoire, lorsque ce dossier a éclaté, nous avons vu les décisions prises par le Burkina. Et c'est à ce niveau, nous, on se pose la question. Parce que c'est ça le plus intéressant de ne pas sortir tous les gants. Parce qu'on a vu, lorsque cette histoire a éclaté, les écoutes téléphoniques et ces écoutes-là sont authentiques. Soro Guillaume n'a jamais démontré cela, parce que jusqu'à présent, on est convaincu, lui, il est convaincu que c'était lui. Donc, il y a eu une implication de Soro Guillaume, deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire. Okay? Et ça, c'est un fait. Le Burkina sort, comment on l'appelle, au niveau du Burkina, fait des arrestations. L'ancien mandat d'arrêt international contre le président de l'Assemblée nationale. L'État de Côte d'Ivoire a mis du temps à réagir. Et s'est dit que bon, nous voulons résoudre ça diplomatiquement. Okay? Ils ont mis la diplomatie en marche. Entre-temps, le décret de l'arrestation, comment on appelle l'interpellation de Soro Guillaume, est déjà en cours, un peu partout. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Interpol. C'est-à-dire que la première personnalité de la Côte d'Ivoire est visée. C'est-à-dire que l'honneur de la Côte d'Ivoire en ligne. Parce que, comment vous pouvez imaginer que deuxième personnalité d'un pays puisse être impliqué dans un coup d'État dans un pays? C'est impensable. Et jusqu'à présent, l'État du Côte d'Ivoire n'a pas réagi sur ce dossier-là. Elle a camouflé, elle a voulu résoudre ça diplomatiquement. Bon, vous savez les accords qui lient le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sur le niveau. Donc, vous savez la manière dont le docteur Hassan a été aidé par le Burkina Faso dans cette crise ivoirienne et autres. Donc, beaucoup de relations ont joué. Donc, le Burkina a dû sortir a dû voir cette procédure, elle s'est dit que bon, il y a eu des ratés, ce n'est plus la procédure militaire qui devait être en compte, mais la procédure a été mal ficelée. Donc, de ce quoi elle retire tout, et finalement, on s'est rendu compte que bon, elle dit bon, nous on ne poursuit pas Soro Guillaume, c'est la Côte d'Ivoire. C'est normal, parce que à nos niveaux, maintenant c'est l'État de Côte d'Ivoire de voir comment gérer cette affaire-là. Parce que c'est une deuxième personnalité, mais nous estimons qu'à ce niveau-là, les carottes sont cuites. Je ne vois pas le docteur Alassane Ouattara en train de poursuivre Soro Guillaume pour cette caisse-là. Maintenant, si le Burkina Faso a posé cet acte-là, il serait intéressant que le Burkina Faso libère aussi ses prisonniers là-bas, parce que ceux qui sont le général Guiguéré ou d'autres personnes qui sont impliquées dans cette crise-là, dans des coups téléphoniques, là, il serait intéressant de les libérer, parce que c'est la même chose. Parce que vous ne pouvez pas lire Soro Guillaume d'aller tranquillement en Côte d'Ivoire, et puis bon, nous on va maintenir ce genre-là parce qu'il y a une vice-procédure à ce niveau-là. Donc on libère tout le monde et puis on recommence à zéro. Bon, mais on maintient le général Guédéré, je ne vais pas le dégueuler, on le maintient avec certaines personnes, on les maintient au Burkina Faso là-bas, en prison, et en temps Soro Guillaume se balade un peu partout. Et on fait une déclaration pour dire bon, c'est des soirs, c'est close et tout. On veut l'intéresser, mais ce n'est pas intéressant. Parce que nous connaissons ce pays-là, c'est un pays d'intègre. Je pense que la justice doit jouer son rôle là. Et je ne passe à mon avis, si c'était moi, docteur Alassane Ouattara, au niveau de la justice, au niveau de l'Assemblée nationale, on devait apporter une procédure de destitution de Soro Guillaume. Mais nous n'avons pas vu cela. Ça veut dire que nous sommes au stade d'apprentissage de la politique et d'apprentissage de la démocratie, parce que dans un pays normal, c'est dit normal, là, on ne peut pas avoir une personnalité politique qui est impliqué dans un coup d'État et une personne encore à son poste de président de l'Assemblée nationale. C'est impensable. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on peut faire cela. Et c'est le regret que nous avons par rapport à ce dossier qui concerne le Burkina Faso. C'est ce que je voulais vous dire. Monsieur Katina. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Disons, j'espère que sur cette question-là, j'espère que les autorités ivoiriennes seront un peu plus lucides. Et j'espère que M. Soro Guillaume en tirera les leçons. Parce que ce n'est pas normal que vous puissiez jouer avec la vie des êtres humains de la sorte, quel que soit le pouvoir que vous avez, et considérez que Dieu vous a donné le pouvoir pour en user de façon positive, de façon bénéfique pour son peuple. Alors j'espère que M. Soro Guillaume en tirera les leçons et j'espère qu'il se préparera pour l'avenir. Alors, monsieur Katina, je reste avec vous. Dernièrement, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, a demandé aux responsables africains de savoir partir après leur mandat constitutionnel. Chose nouvelle en Afrique, est-ce que ça serait une chose qui sera entendue? Est-ce que nos responsables vont respecter la Constitution? Parce qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, ils demandent aux responsables de savoir respecter leur Constitution.
Je pense que c'est logique. Là, en 2016, là, je ne peux pas comprendre qu'il y ait encore des intellectuels qui puissent ne pas comprendre cela. J'ai été vraiment meurtri lorsque M. Cissé Bakongo a fait une sortie publique pour dire que M. Ouattara, on devrait donner autant de mandats qu'on veut au président de la République. On ne devrait pas limiter les mandats. Et on a vu nos chefs et rois traditionnels qui sont aussi venus faire une déclaration dans ce sens-là. Mais j'aimerais que les gens quand même soient un peu plus minutieux avec le comportement de M. Ouattara. M. Ouattara, lorsqu'il veut faire appliquer une décision, il a tendance à faire appliquer la décision ou bien à faire proposer cela par un de ses sbires ou de ses collaborateurs. Et on pense que c'est juste M. Cissé Bakongo qui le fait, mais en réalité, c'est M. Ouattara qui le veut. Et pour ceux qui ont lu Le Prince de Machiavel, ils sauront que c'est une technique utilisée par certains hommes politiques. Le prince fait appliquer les décisions par un de ses collaborateurs. Et lorsque ces décisions ne sont pas approuvées par le peuple se révolte. Et lorsque le peuple se révolte, le prince sanctionne son collaborateur. Et le peuple aime le prince encore plus. Vous voyez? Et c'est exactement ce que M. Ouattara fait. Si le peuple ne réagit pas, M. Ouattara mettra cette disposition-là dans la Constitution pour ne plus limiter les mandats. Il a fait avec les étudiants, il a voulu augmenter les tarifs, les étudiants ont réagi, il ne l'a pas fait. Il a fait la même chose au niveau de la CIE et de la SODESI, les gens n'ont pas réagi. Il a fait encore plus, lorsque les gens ont réagi, il a back-up. Donc j'espère que M. Ouattara ne fera pas cette erreur-là. J'espère que les jeunes militants du RDR, parce que j'ai beaucoup apprécié le comportement des jeunes militants du RDR récemment, et je pense que les jeunes Ivoiriens ont compris que ce n'est pas parce qu'on est du même parti qu'on va tout tolérer. Et c'est ce que nous, au PDCI Renouveau, nous faisons au sein du PDCI. J'espère que les jeunes militants, les jeunes intellectuels du RDR vont se lever contre cette disposition-là si elle est introduite dans la Constitution. Alors, Monsieur Niali, quel point de vue? Ce que l'ancien secrétaire général Kofi Annan a dit, il faudrait que nos dirigeants acceptent de partir au moment venu selon la Constitution. Ce que a dit le frère Emmanuel, comme je l'ai dit tantôt, la Constitution c'est notre Bible, c'est à nous tous. Nous savons que nos constitutions, où elle se présente, elle a besoin de changements, parce qu'on a vu ses limites pendant cette crise-là, et qu'il y a eu des articles, ou bien des articles qui ont besoin de vraiment d'avoir de changements. Et à ce niveau-là, je pense que à ce niveau-là, je pense que le peuple doit réagir, et je pense que c'est une ouverture qu'on doit faire au peuple pour venir vraiment venir apporter leur défi à ces constitutions-là. Mais ce que Kofi Annan dit, ce n'est pas nouveau, hein. On a tout le temps décrié cela. Il faudrait que les chefs d'État, le leader, acceptent à un moment donné de partir, parce que la Constitution nous dit, vous prêtez serment sur la Constitution, mais au moment des partis, vous avez des difficultés. Ça dit qu'on a un problème à ce niveau-là. Ça dit que, comme disait quelqu'un là, pour paraphraser ça ou bien tu mets là, ça dit que, comme disait quelqu'un là, un bébé, quand tu lui donnes le biberon, au moment quand tu l'arraches là, il commence à pleurer et tu dis, mais pourquoi tu pleures comme ça? Le biberon c'est du lait, mais vous savez ce qui est dans le lait. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à ce stade-là. Il faudrait que, on respecte ces institutions-là. On appelle toujours au président Obama, dans sa déclaration, en ce qui concerne la Constitution, l'Afrique n'a pas besoin des grands leaders, mais du respect des constitutions. Nous avons besoin des institutions là, mais il faut qu'on mette les institutions en place et il faut qu'on les respecte. Monsieur Niali, je reste avec vous. Ouais. La régie me fait dire qu'on n'a plus assez de temps. Okay. Rapidement, sur le jugement du président Gbagbo et de Simone Gbagbo de Blé Goudé, votre point de vue, rapidement. À ce niveau-là, je pense que nous sommes tous d'accord que ce n'est plus... Et puis l'exil du président Gbagbo, on a entendu, est-ce que ce sont des rumeurs? Bon, non, ce sont des rumeurs parce qu'on ne peut plus parler d'exil parce que le procès a commencé. Il n'y a plus d'exil. Et au moment où le procès n'a pas encore commencé, on demandait, comme on appelle, une liberté provisoire à ce niveau-là pour savoir quel pays qui devait accueillir le président Laurent Gbagbo. Maintenant que le procès a commencé, il faudrait que le procès soit en plus, il n'y a plus de liberté provisoire ou même quoi que ce soit. Donc, ce qui est fait, c'est des rumeurs, à mon sens. Mais ce que nous assistons depuis fort longtemps, lorsque ce procès a commencé, nous savons finalement que c'est un procès politique. Parce que tous ceux qui se sont présentés jusqu'à présent, pratiquement 9-10 témoins, rien ne sort véritablement pour condamner le président Laurent Gbagbo. Parce que quand vous voyez les charges qui ont été mises à la compte du président Laurent Gbagbo, crime comme l'humanité, ainsi de suite, comment on appelle, violation ou autre là, rien, tous ceux qui sont arrivés jusqu'à présent,
Non, faites cette démonstration, y compris le camarade Charles Bleu Goudé, rien n'a fait cette démonstration. Donc on se dit que bon, finalement, pourquoi on amène ces gens à la haine? Si ceux qui se présentent jusqu'à présent, qui sont les premiers en charge, deviennent subitement des premiers en décharge. Non, il y a une question à se poser à ce niveau. Comme le procès vient de commencer, je ne vais pas vraiment m'aventurer, bien avant que le procès ne puisse terminer. Nous estimons que ce que nous voyons jusqu'à présent là, nous donne au niveau du FP, nous donne l'assurance que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vont sortir de ces... Monsieur Katina, en une minute, votre point de vue, nous avons juste 2 minutes pour que très rapidement, je dirais que pour moi, il est normal que le président Laurent Gbagbo soit jugé. Et je pense que lui-même, il ne demande pas à ne pas être jugé, tout comme Mme Simone Gbagbo. Mais il faut qu'il soit jugé dans des conditions équitables, dans des conditions justes. Est-ce qu'à la CPI, ils sont jugés de façon, il est jugé de façon correcte avec M. Blé Goudé? Est-ce qu'on devrait vraiment, on aurait dû le faire partir, le faire juger à la CPI? Est-ce que si on l'avait gardé en Côte d'Ivoire, il y aurait eu un jugement juste et équitable? Ce sont les questions qu'il faut qu'on se pose. Mais nous estimons que le président Laurent Gbagbo n'est pas plus coupable que beaucoup de personnes qui se promènent actuellement en Côte d'Ivoire. Nous espérons juste qu'il aura un jugement équitable et qu'au sortir de ce jugement-là, les Ivoiriens seront plus unis. Voilà, merci bien. Chers amis du WATV, comme vous l'avez constaté, le débat était vraiment très ouvert, il était très franc, il était très politique. Je recevais bien sûr ce soir sur mon plateau, voilà, dans les locaux de Ivoire TV, M. Alfred Niali, qui est le représentant adjoint du FPI en charge de New York et de New Jersey. Et puis bien sûr avec M. Alfred Niali, il y avait M. Emmanuel Katina, qui est le coordinateur du PDCI Renouveau, bien sûr au niveau des États-Unis. Je vous fais la promesse que bien sûr, voilà, c'est un panel que je vais encore recevoir sur ce plateau. Nous allons discuter davantage de tout ce qui est actualité en Côte d'Ivoire. Bonsoir, dormez bien, c'était Jean-Marc Kwasi depuis les studios de Ivoire TV. Bonsoir. Monsieur Niali, merci d'être venu. Vous êtes venu de New Jersey. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Monsieur Katina, merci. Vous êtes venu du Queens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis pourquoi pas, nous prenons rendez-vous pour la prochaine fois. Absolument. Promesse? Ouais, absolument. Voilà. Bonsoir, dormez bien. C'était Jean-Marc Kwasi. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.